Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur, je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, si tôt le matin je me réveille, devant ta photo je me recueille. Je chante très mal. Mais cette chanson, vous aurez l'occasion de l'entendre dans le film que vous allez voir ce soir. Félicité. Bonsoir. Voilà, il y a des visages connus, des visages moins connus, donc soyez les bienvenus au cinéma François Truffaut. Je suis effectivement Atisso Medessou, réalisateur. Et donc, pour ce soir, donc, nous avons encore une soirée, donc dialogue de cinéaste. Donc je m'adresse à ceux qui connaissent le dialogue de cinéaste en chuchotant, et aux autres, je m'adresse à vous un peu plus fort. Dialogue de cinéaste, donc le principe c'est assez simple, c'est de vous projeter un film. Ensuite, c'est de discuter, d'échanger donc avec l'auteur réalisateur de ce film. Donc Alain Gomis donc, nous fera l'honneur donc, de nous retrouver à l'issue de cette projection. Et après la projection, donc, nous allons dialoguer. Non pas à deux, mais à trois. C'est-à-dire que vous, le public, vous avez la possibilité donc, de lui poser des questions ou de partager en fait tout simplement vos émotions avec lui. Et puis moi, en tant que réalisateur, j'essaierai aussi donc de déceler éventuellement quelques secrets de fabrication du film. Voilà. J'ai pas pour habitude de raconter les films, donc que nous présentons. Mais je l'ai vu, ce film, donc au moment de sa sortie, et j'étais assez touché en fait, à plus d'un titre. Je vais pas tout vous dévoiler, hein, vraiment. Mais c'est un film assez poétique. C'est un film magique. Non, je vais m'en raconter. Je vais finir par cette chanson hein, que je vous ai fredonnée tout à l'heure. Je vais vous épargner hein, ma voix de chanteur. Si tôt le matin, je me réveille, devant ta photo, je me recueille, je sors sans déjeuner, je pars pour travailler, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'importe le temps, tant que je t'aime, le soir je vais revenir, je fais ton avenir. Voilà. Ce sont quelques paroles en fait donc, d'un chanteur qui s'appelle Taboulé Rochereau. C'est un chanteur donc, de la République démocratique du Congo. Et Tabou, c'est un des personnages de ce film, puisqu'il y a, même si le film porte le prénom d'une femme Félicité, donc qui porte tout le long du film, il y a aussi un homme. Voilà. Je vous souhaite habituellement une bonne projection, histoire de vous dire un bon film en vérité, ou histoire de vous dire bonne route. Mais en vérité, j'ai envie de vous dire bon voyage. Alors je vais vous demander de recevoir Alain Gomis, donc le réalisateur du film. Bonsoir. Alors comme d'habitude, donc le dispositif est le suivant. Donc Bibouche, je vais lui donner le micro. Donc je vais juste vous demander de lever la main et partager donc vos impressions, vos questions. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je m'entends là. Moi, je voulais juste savoir comment s'était passé le casting. Alors, comment s'est passé le casting? C'était... merci. Alors, dans un premier temps... dans un premier temps, j'ai été rencontrer les troupes de théâtre, les ballets, les gens qui faisaient des séries, etc. Enfin, tous les acteurs que je pouvais voir. Et à chaque fois, après on les a convoqués, dont il nous semblait qu'ils pouvaient interpréter certains rôles, on les a convoqués à une sorte de casting. Mais le casting était aussi ouvert à des non-professionnels. Et en fait, on fonctionnait par petites impros, quoi. Voilà, sur
pour chaque rôle. En fait, en voyant les gens arriver, assez arbitrairement, je me disais, ah, peut-être il pourrait faire ceci ou cela, ou je m'étais dit ça avant. Et du coup, il y avait un autre comédien qui était là, et je lançais une situation, je proposais une situation de jeu, et puis voilà, il se lançait, quoi. Euh, et puis, du coup, il y a Véro qui est arrivé là-dedans. Véro, c'est félicité, du coup. Elle est arrivée, je crois que c'est une amie à elle qui lui a dit ouais, il y a un casting, vas-y, tente ta chance. Et moi, vu arriver donc une jeune femme très, très, très maquillée, en fait. Et, euh, et donc, je me suis dit, bon, voilà, je vais lui faire essayer le rôle de l'infirmière. En gros, euh, au tout début, j'ai genre 4-5 rôles et 4-5 situations, et puis on travaille là-dessus. Et elle, tout de suite, elle a été très puissante, quoi. Elle envoyait une grosse énergie, et puis surtout, elle avait cette capacité de transformer les situations en choses très concrètes. Tout de suite, les situations étaient très présentes avec elle. Donc, je lui ai demandé de revenir, en enlevant un peu la perruque et tout, quoi. Et on s'est revus comme ça pendant peut-être 6 mois à faire des essais régulièrement, en essayant des choses différentes dans le scénario. Le casting évoluait, du coup, c'était aussi rencontrer les autres comédiens qui commençaient à être castés. Et ça a duré un peu longtemps, en fait. Je me suis décidé assez tard. Elles étaient deux, parce que Véro, elle était assez différente du rôle enfin, physiquement, du personnage que j'imaginais. J'imaginais une petite femme frêle. Et bon, elle n'est pas très frêle. Mais en même temps, donc à chaque fois que je la voyais, c'était un peu pour me dire bon, ok, ça va, je vais la virer cette fois-ci. Mais j'y arrivais pas parce qu'à chaque fois que je regardais les essais, elle était hypnotisante, quoi. Elle a non seulement cette énergie, cette compréhension des situations, cette façon de s'adapter aux différents moments du film, elle avait une grosse, grosse volonté. Et puis aussi cette capacité de jouer en silence aussi. Euh, donc j'ai fini par accepter. J'ai fini par me dire, bon, puisque j'arrive pas à la virer, ça doit être elle. Et on s'est lancé. On s'est lancé. Il y a eu une coach qui est venue, qui a fait travailler les comédiens. Parce qu'il y avait elle, il y avait Papy qui joue le rôle de Tabou. Lui, j'avais un peu de mal à trouver chez les comédiens, donc cette espèce de double nature là, de force et de tendresse. Et du coup, on a fait des castings dans les garages. Parce qu'il était mécano, on s'est dit, bon, allez, faut bien commencer par un endroit. Donc on a été dans les garages directement. Et là, on a fait des castings sur place, pareil, sous forme d'impro. Et lui, il est apparu assez vite. Au bout du 2-3e jour, je suis tombé sur lui, il m'a intrigué. Et voilà, et comme j'avais peu de choix en fait sur ce rôle-là, je me suis dit, bon, allons-y. Et il a travaillé avec cette coach aussi, lui, Gaëtan, qui joue le rôle de Samo. Et voilà, ils ont tous montré au fur et à mesure une sorte de grand talent, quoi. Et grosse envie. Et c'est ce qui est agréable en travaillant avec les non-comédiens. La plupart des autres sont des comédiens, par contre. C'est que c'est de les voir se découvrir, en fait. Quand on arrive à choper ça à l'écran, je trouve que c'est assez joli de voir quelqu'un qui se découvre des capacités au fur et à mesure. Donc voilà, le casting, en gros, ça s'est passé comme ça. C'était une longue période de 6 mois, en fait. Sinon, je peux vous chanter une chanson, mais je sens moins bien que... Tu l'as déjà fait? Ouais, c'est pour ça que Tabou s'appelle Tabou, en hommage au seigneur Taboulé Rochereau, parce que c'est son surnom, le seigneur. Voilà, grand chanteur, donc tu as dû en parler, de la rumba Non, je parle congolaise. très peu, moi, ici. Grand chanteur de la rumba congolaise et grand séducteur aussi. Donc voilà, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? C'est vrai que c'est la première fois qu'ils sont sans voix comme ça. On est encore endormi parce que là c'est un beau rêve, le film, c'est assez onirique. Bon, je vais pas chercher spécialement à comprendre, mais il y a de la musique classique, il y a le bois, on revient dans la ville, bon.
faut écouter, quoi, faut regarder. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Je sais pas, c'est difficile. Moi, ça me plaît bien, hein, donc ça... C'est effectivement un film, en tout cas dans sa deuxième partie, merci, qui est plus basé sur des sensations, qui est plus écrit presque comme dans la musique, sur des rapports de tension, sur des rapports de rythme, d'énergie. Et l'idée, elle est un peu plus que effectivement vous fassiez votre route à l'intérieur de tout ça, que le film ne vous tient pas particulièrement par la main. Il s'agit... bon, c'est assez simple, hein, cette femme qui tombe, en quelque sorte, qui s'écroule et qui se laisse dériver et puis qui remonte doucement, doucement, à l'aide aussi de Tabou. Pareil pour ce personnage de Samo qui croit plus à la vie, quoi. Et ben, la vie, des fois, ça revient comme ça. Donc c'était un film au départ, pour moi, ces personnages-là qui sont un peu inspirés de gens que je connais, en fait. Qui voulaient, où on se disait, bon, on va essayer d'affronter les difficultés de la vie quotidienne, d'y aller vraiment, on va pas se cacher des choses, mais en même temps dans le but non pas de déprimer tout le monde, mais d'essayer de trouver ensemble presque comme un espèce de soutien, ou comme, pour moi le film c'est un peu comme un blues, c'est-à-dire que le blues, j'aime beaucoup cette musique qui à la fois chante des choses difficiles, mais en même temps, quand on l'écoute et qu'on se reconnaît, il y a une espèce de sentiment de communauté qui peut faire du bien. Donc c'était, même si le film est âpre sur certains aspects, c'était quand même, d'abord dans l'espoir d'aller vers justement un peu d'espoir ou de félicité en quelque sorte, mais c'était pas pour déprimer tout le monde. Donc c'était pour dire que bon, d'abord je voulais rendre hommage à leur dignité, à leur beauté, et que ce soit comme une sorte d'accompagnement. On en revient, même si c'est difficile, même si bon, que ce soit à Kinshasa ou ailleurs, la vie d'une manière générale peut être assez... voilà, faut la maladie des proches, la perte de proches, etc. Mais il y a quelque chose où on est vivant. Il y avait une chanson de Nina Simone qui était un peu aussi, qui faisait partie, que moi j'écoutais beaucoup, au moment où j'écrivais ce projet, qui s'appelle Ain't Got No, et qui est une chanson en deux parties. Dans une première partie, elle chante des choses comme j'ai pas d'argent, j'ai pas de travail, j'ai pas de maison. Et puis dans la deuxième partie, elle dit mais j'ai mes mains, j'ai mon foie, j'ai mes cheveux, j'ai mon cœur, j'ai la vie. Donc c'est une espèce de descente comme ça et de remontée. Et le film, c'est rien d'autre que ça, quoi. Voilà, c'est juste un truc. Pour moi, le cinéma, c'est un territoire de rencontre, c'est un territoire pour être ensemble, un peu, même quand on dit des choses difficiles. Alors déjà, merci beaucoup. Et puis, je voudrais surtout dire que ce film est basé sur la poésie. La poésie ne s'explique pas, elle se ressent. Et j'ai ressenti énormément de choses, surtout qu'il y avait cette fulgurance d'un instant. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce rythme frénétique, allié à l'élégance du silence. Et pour ça, bravo. Voilà, super. Merci. Ouais, je veux dire plein de trucs. C'est la première fois. Il vous a carrément hypnotisé avec le film. Tu parlais de silence tout à l'heure. Que Ouais. c'était une comédienne, que tu l'appréciais parce qu'en fait, elle travaillait beaucoup dans le silence. Et c'est vrai, enfin, j'ai la même sensation que vous. C'est pour ça que j'ai eu du mal en fait à en parler tout à l'heure, où je vous disais qu'il était magnifique, ce film, ou magique en tout cas. Il y a des moments de cinéma pur en fait, où justement on se laisse porter par l'action donc, des personnages, ou d'un personnage, ou du personnage. Et c'est cette dimension-là en fait qui est séduisante. Et donc ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que toi, dès l'écriture du scénario, tu l'as précisé ça? Oui. Comment vous dire, ça fait... Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, quand on regarde, par exemple, un couple, quels sont les signes qui font que on identifie immédiatement que c'est un couple, sans qu'ils s'embrassent ou sans qu'ils se disent des mots d'amour. Voilà, c'est la façon de se tenir, de la proximité des corps, cette espèce de façon d'accepter l'autre dans sa zone de sécurité.
Là où si c'était un étranger, entre guillemets, il y aurait un peu plus de résistance du corps. Voilà, c'est essayer d'identifier ces endroits-là, ces choses-là, pour essayer de jouer avec dans la mise en scène et dans le jeu des acteurs, pour que le spectateur qui regarde, il ne voit pas les choses parce qu'on lui a dit, mais parce que lui-même identifie des petits points, quoi. En fait, en gros, c'est d'identifier comme des points de référence. Et puis, entre ces deux points, de laisser les gens libres, c'est eux qui fabriquent. Parce que pour moi, le film, il se déroule pas tellement sur l'écran, il se déroule dans la tête de celui qui regarde. Du coup, la question, c'est pas tellement qu'est-ce que je montre, mais qu'est-ce que j'enlève. Pour faire en sorte de, effectivement, pas trop en dire. C'est vrai qu'au cours de cette écriture, il y a eu plein de choses, mais des écrivains, entre autres, Ben Okri, et il y avait quelqu'un comme il y avait Maeterlinck, que je lisais pas mal pendant ce temps, pendant que j'écrivais, et il dit cette chose-là. D'ailleurs, il a un très beau texte sur le silence. Et il dit à un moment que il y a des choses qui, lorsqu'elles sont prononcées, meurent immédiatement. Les choses les plus mystérieuses, quand on essaye de trop les contourer ou quelque chose comme ça, elles disparaissent, elles perdent de la force du mystère, justement. Donc le travail de ce film, notamment en montage, il a été surtout d'essayer de laisser les trous et de travailler, de laisser des espèces d'espaces vacants comme ça, qui devaient être investis ensuite par le spectateur. Donc après, il faut essayer de... Parfois, les trous, ils sont trop grands. Et là, on est complètement perdu. Voilà, c'est essayer de déterminer la taille des trous, le rythme, etc. Donc, moi, c'est une écriture que je trouve passionnante, qui est pas dans laquelle tous les spectateurs n'entrent pas, mais en tout cas, en fait, c'est considérer le film comme une sorte de matière, en fait. Et même sur le plateau, d'ailleurs. Nous, on tournait d'une façon où... en gros, on avait une petite équipe, une grosse régie parce qu'on tournait beaucoup dans la rue ou dans des lieux réels, dans l'hôpital. Le bar, c'est le vrai bar où chante le groupe. Et du coup, on avait une grosse régie pour essayer de gérer l'interaction avec la vie réelle. Alors, je veux juste préciser, la régie ou le régisseur général, le régisseur adjoint, donc c'est des techniciens en fait qui sont sur le plateau et qui organisent un peu la logistique en fait des tournages. Donc c'est une autorisation à tel endroit pour pouvoir filmer, c'est dégoter ce matériel-là parce qu'on en a besoin pour le tournage. Voilà, c'est le soutien logistique en fait. Ouais. Et c'est eux qui, alors dans notre façon de tourner, les régisseurs en plus, ils sont là pour fluidifier les mouvements devant la caméra. C'est-à-dire que, par exemple, quand on tourne dans la rue, les problèmes, souvent, c'est les regards caméra ou les gens qui s'arrêtent, etc. Donc eux, ils sont là pour essayer de repérer tous ceux qui vont poser problème et les faire entrer dans le film, en fait. Faire en sorte qu'ils ne s'arrêtent pas, faire en sorte qu'ils continuent d'agir normalement. Ils créent des points de parfois ils font même des signes pour essayer d'attirer l'attention. Tout ça pour qu'effectivement il n'y ait pas de choses qui arrêtent le film en quelque sorte, quoi. Il y a un côté documentaire dans ta manière de filmer, parce qu'il y a beaucoup de plans en fait, caméra à l'épaule. Effectivement, là, tout à l'heure tu parlais de regard caméra des fois, donc. Et il me semble aussi donc, que dans le générique, tu as utilisé donc, des images d'un autre réalisateur donc, qui s'appelle Dieudo Amadi, donc, qui est un réalisateur donc, qui a fait des documentaires et qui a été primé au Festival du réel. L'aspect ou la volonté de faire un côté documentaire de ce film-là, c'était voulu aussi d'entrée de jeu? J'avais envie de filmer la ville, j'avais envie de filmer cette ville. Et parce que la première fois que je suis arrivé à Kinshasa, la ville est quand même assez dure. Et en même temps, c'est une ville qui, au fur et à mesure, vous attrape, vous prend. Et c'est pas une ville qui se laisse attraper comme ça, quoi. Il y a le premier sentiment, il est quand même un peu... presque repoussant, quoi. Parce qu'elle est dure, parce que les infrastructures ont explosé, parce qu'au quotidien, c'est pas une ville facile. Et je voulais essayer de retranscrire ça aussi parce que ça correspondait au parcours du personnage. C'est-à-dire que
qu'au fur et à mesure, on arrive à voir cette ville dans sa beauté, dans sa tendresse, dans sa douceur aussi, qui est assez surprenante. Et je voulais que ça passe, non pas comme quelque chose de fabriqué par la mise en scène en essayant de faire des beaux plans, mais en faisant confiance à l'habitude du regard, en faisant confiance vraiment au documentaire. L'idée, c'était vraiment, j'avais confiance non seulement dans les personnages, mais j'avais confiance en cette ville. Elle n'est pas évidente, par exemple, aussi même moi qui connais plus l'Afrique de l'Ouest, où les couleurs sont plus sables, sont plus flatteuses en quelque sorte, les ciels plus dégagés, etc. Là, on a des ciels beaucoup plus lourds, surtout qu'on était un peu avant les pluies, des terres noires au départ à filmer. Mais finalement, c'est une matière qui est vraiment intéressante, justement, de travailler sur des choses qui sont plus dans les marrons, qui sont plus dans la densité en quelque sorte. Et même les visages ou les corps qui sont plus d'Afrique de l'Ouest, qui sont plus robustes, qui c'est pas les espèces de figures élégantes comme ça, enfin élégantes, facilement élégantes en tout cas, sahéliennes, etc. Mais justement d'avoir comme matière, entre guillemets, ça, en faisant confiance au temps, et le fait de rester avec eux, et que finalement, même un gars comme Tabou, qui est pas Marlon Brando au départ, mais que je trouve être de plus en plus beau au fur et à mesure du film. C'est-à-dire qu'il finit faire en sorte que ce type apparaisse dans ses qualités rares, dans sa générosité, et que finalement il devienne plus beau que DiCaprio quand il fait le malin. Ça, c'est quelque chose d'assez passionnant à travailler en tant que réalisateur, en tout cas. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'alternance des scènes de jour en ville, avec la vie trépidante, et puis les côtés un peu sordides, enfin, ou pas très beaux, et puis les scènes de nuit, où il y avait comme une purification qui se passait, avec la robe blanche, l'eau, et une espèce de ralenti qui faisait contraste avec les scènes de jour où on avait l'impression que l'action était beaucoup plus rapide. Et bon, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le film. Effectivement, vous avez raison. Bon, Kinshasa, c'est une ville de 13 millions d'habitants, c'est une grosse énergie. Hein. C'est New York, Kinshasa, quoi. Vraiment, il y a cette profusion permanente. Ça circule de partout, des embouteillages tout le temps, enfin, etc. C'est une grosse énergie. Et même pour nous, quand on tournait les séquences de nuit, c'était agréable, quoi. Donc on savait en le faisant que justement cette alternance entre cette espèce de frénésie, cette espèce de limite chaos de temps en temps et cet endroit plutôt silencieux, du coup très sombre, et tout ça c'était nécessaire au film. C'est aussi pour ça qu'est arrivé l'orchestre symphonique. Je vais rebondir justement. Enfin, mais juste avant de parler de la musique, parce que j'aimerais vraiment qu'on s'y attarde. Sur toutes les séquences de nuit, donc les moments poétiques, on va dire, ça a été tourné à quel moment? Après Kinshasa, parce que ça s'est tourné au Sénégal, dans le sud du Sénégal. En fait, c'est une production un peu compliquée, où il y a 5 pays, donc il y a le Sénégal, la France, la Belgique, l'Allemagne, et le Liban, et le Gabon, donc 6 pays, qui ont participé au financement du film. Et la participation du Sénégal par un fonds qui s'appelle le FOPICA demandait, comme en général, quand vous trouvez de l'argent quelque part, on vous demande de le dépenser sur place ou d'employer le Gabon, c'était pour payer la maquilleuse, qui était maquilleuse, costumière, script. Bon, après, ils ont ajouté encore une bourse supplémentaire. Et donc, au Sénégal, on avait un tiers de l'équipe qui était sénégalaise, et puis on avait obligation de tourner aussi une semaine au minimum là-bas. Donc la seule chose qu'on pouvait tourner là-bas, c'était les nuits dans la forêt, bien que la forêt sénégalaise soit pas très touffue. Du coup, on était dans le sud, complètement vers Kédougou, où il y a ces paysages un peu rocailleux avec un petit peu de forêt.
Et c'est comme ça qu'on... Et l'Okapi, tu l'as fait venir de Kin ou il était au Sénégal? Alors, le Capi, j'ai du mal à le dire parce que c'est un peu déceptif, mais il est français. C'est vraiment une production internationale. Le Capi a été tourné dans un zoo en France. Mais dans la direction d'acteur, j'avais cette question, c'est la comédienne, tu la diriges comment pour ces moments poétiques, pour le coup? Il n'y a pas grand-chose à dire. Je me contentais beaucoup de lui demander de marcher, de pas trop fermer son visage, d'essayer de le garder ouvert pour pas avoir un sentiment, pour que son visage en fait puisse, en gros, puisse garder une espèce de force d'interprétation de celui qui regarde. Donc qu'elle dirige pas trop vers la tristesse ou vers la joie, d'avoir quelque chose d'assez neutre. Donc en gros, je me contentais de lui dire de pas froncer les sourcils, ce qu'elle avait tendance à faire beaucoup. Et voilà, d'essayer d'être le plus dégagé possible. Quand c'était trop, de la ramener un peu, voilà. Mais ça c'était assez facile. Ce qui était compliqué, c'était de la mettre dans l'eau alors qu'elle avait peur de l'eau, et d'essayer de lui faire mettre la tête sous l'eau. Ça c'était beaucoup plus compliqué. Il y avait un pompier, il y avait beaucoup de gens, on était en train de lui parler, de la rassurer, tout ça, etc. Mais non, dans cette séquence de nuit, en fait, nous on a choisi de les tourner avec une caméra qui s'appelle... c'est la Sony Alpha 7, c'est une caméra qui a une grande sensibilité en fait, qui permet de voir mieux qu'avec les yeux. Sauf que quand on monte en sensibilité, on prend du grain. Vous avez vu que c'est une image assez granuleuse. Du coup, on a pris l'option de tourner juste à la tombée de la nuit. J'avais pas envie de tourner en nuit américaine. Vous savez, de nuit américaine, c'est tourner de jour pour faire des séquences de nuit, donc en fermant au maximum le diaph. Et je voulais vraiment qu'on soit dans la nuit, c'est-à-dire que le film, c'était un parcours qu'on faisait ensemble, c'était à vivre aussi, et donc on était un peu dans cette même situation, à pas voir grand-chose, en sachant que le son, ensuite on a beaucoup travaillé ces séquences au son pour essayer presque de construire une géographie ou un parcours, juste avec les sons des insectes, etc., mais qu'on choisissait plus ou moins grave, aigu, important, etc., pour essayer que le parcours qui du coup n'était pas visuel soit un parcours sonore en fait, en quelque sorte. Donc on a quand même, je pense, une idée de progression, mais en fait elle est majoritairement travaillée au son, avec le montage son et avec le mixage. Le son va nous permettre de glisser sur la musique. Elle est très présente à l'image, donc à la fois les chants du personnage de Félicité. Alors c'est du playback du vrai groupe, donc du Kasaï All Star. Il y a aussi l'orchestre symphonique. Tu les filmes vraiment en fait en train de se mettre en place. Et moi, en tant que réalisateur, en fait, si tu veux, quand je mets de la musique dans les films, je me pose toujours cette question, c'est à partir de quel moment on peut couper la musique et à quel moment en fait on la fait durer pour que les spectateurs en fait puissent s'imprégner d'une ambiance. Et par moment, en fait, en voyant ton film, il y a des partis pris radicaux. En fait, des fois, tu la coupes vraiment de manière très très brute, en fait. Ouais, parce que après, l'important, c'est de varier. La première fois qu'arrive la musique symphonique, effectivement, elle s'arrête cut sur le plan où elle sort du taxi pour entrer dans l'hôpital. Mais ce qui se passe souvent quand pour nous tous, quand on coupe une musique cut, c'est comme si on continuait de l'entendre pendant 2-3 secondes en fait. Elle permet de lancer le plan suivant. Donc il y a plein de façons dont elle entre, la musique, elle entre en fondu, on a varié ça en fait pour essayer de tomber sur aucun systématisme. Là où c'est compliqué, c'est qu'en tant que spectateur, on est en train de regarder et qu'on sait comment ça va se terminer, comment ça va se couper, etc. Donc l'idée c'était de varier le plus possible pour qu'à chaque fois on tombe sur une façon différente, un endroit surprenant, et que finalement on se retrouve à un moment dans le film à pas savoir ce qui va se passer après, quoi. Combien de temps ça va durer, combien de temps on a passé, est-ce que c'est de vraiment essayer de mettre le spectateur dans une zone de flottement où on ne sait pas trop où ça va, quoi. Donc ouais, on a beaucoup travaillé les entrées et sorties de musique, ouais. Mais il y a un moment, après c'est très comment dire, empirique, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment en essayant, en regardant, travailler les films maintenant en digital,
permet de faire plusieurs versions, de regarder, c'est vraiment nous, le monteur et moi-même, avec ce qu'on ressent sur le moment. C'est comme de la pâte à modeler, on regarde, ça fait quelque chose, non ça fait rien, et puis si on enlevait 2 secondes ici, et puis si on inversait ce plan, etc., on regarde, et puis à un moment on commence à comprendre comment ça marche. Il a l'air modeste comme ça, il fait un peu l'artisan, je trouve, mais il a eu le Grand Prix. Non, ouais, c'est ça, le Grand Prix à la Berniale, donc pour ce film, L'Ours d'Argent. Il a eu le Léopard pour le précédent film, aujourd'hui. Il a eu donc l'étalon d'or donc, pour ce film-là, donc l'étalon d'or donc, au FESPACO. Donc FESPACO, c'est l'équivalent du Festival de Cannes au Burkina. Voilà. Et ben bravo pour tous ces prix. J'y suis pour rien, hein, c'est pas moi qui étais dans le jury. Mais il est à la fois donc réalisateur, tu montes aussi, ouais. Et il est aussi producteur du film. Ma question, c'est comment à un moment donné, donc quand tu fais le montage par exemple, tu décides de confier le montage pour le coup aussi à une autre personne, puisque l'autre monteur donc, du film, donc j'ai lu son nom, c'est Fabrice Rouault, Ouais. qui est le fils de Christian Rouault, qui a fait Tout au Larzac, donc un documentariste. Et donc voilà, à quel moment toi t'as monté et à quel moment donné tu as confié soit des séquences ou soit les rushs en fait? En gros, je faisais les bouts à bout. Les bouts à bout, c'est les premières versions des séquences. Donc je sélectionnais les prises et puis je dégrossissais parce qu'on a tourné en gros pour essayer de mettre les acteurs le plus à l'aise possible. Aussi parce qu'il y avait des non-acteurs. Je faisais des prises très très longues et je découpais à l'intérieur sans couper. C'est-à-dire que voilà, on peut faire un plan large comme ça, à l'intérieur duquel on circule et puis sans couper pour garder l'énergie, pour que personne ne se disperse et que, surtout dans les scènes de groupe, mais aussi même dans les scènes où il y a moins de monde. Alors la chef opératrice avait un casque et moi j'avais un micro, donc je pouvais lui dire bon, viens, rapproche-toi, fais le plan serré, et elle venait faire le plan serré, du coup sans couper, lui ou elle restait dans son énergie, et parce que sinon c'est coupé, tout le monde s'arrête, chacun veut faire ses petits changements, la lumière a bougé, l'ingé son parle à son perchman, etc. Il y a quelque chose qui se perd. Donc là, c'était de garder le plus longtemps possible, quand l'énergie était bonne, le plan. Avec les caméras numériques, on fonctionne avec des cartes, donc on peut monter jusqu'à 12-13 minutes. Et pendant ces 12-13 minutes, du coup, on peut faire plein de choses, quoi. Et je ne sais plus quelle était ta question, mais... Par rapport au montage. Tu montais les bouts à bout. Et du coup, en fait, il n'y a que moi qui connaissais le découpage. C'est-à-dire que c'est impossible, puisque dans un plan, il pouvait y en avoir 4, et que le 4e, moi, je le connais très bien, le découpage. Du coup, je peux savoir que ce plan-là, même si je le fais maintenant, il correspond à un plan beaucoup plus tard dans la séquence, tu vois. Ce qui me permet de jouer avec un moment du personnage ou de comédien qui est dans une certaine humeur, mais que je vais utiliser un peu plus tard pour le mettre en relation avec quelque chose qui s'est passé au début. Donc c'est moi qui fais le premier bout à bout, et puis après on creuse et on travaille ensemble. Ma question, en fait, pour aller au bout de la question, excusez-moi si c'est très technique, mais comme vous ne levez pas la main, donc je me permets de dialoguer. Quand on écrit un film, donc quand on est l'auteur, donc on est scénariste, on a une vision du film. Souvent, après, quand on se retrouve en salle de montage et quand on le monte, pour le coup aussi, je dis pas qu'on réécrit le film, mais on continue, en fait, peut-être à poursuivre l'écriture. Moi, je suis un réalisateur, enfin, je préfère m'associer à un monteur, en fait, juste pour dialoguer et pas nécessairement toucher la machine. Donc, c'est pour ça que je voudrais savoir pourquoi toi, tu aimes bien monter tes films, finalement. Parce que quand on est sur des choses qui passent pas toujours par les dialogues, il y a un problème de langage. Parfois, c'est plus simple de faire soi-même, de couper, c'est beaucoup dans la sensation. Du coup, c'est plus simple pour moi de donner un premier bout à bout qui donne une idée de la séquence. Et voilà, du coup, il arrive et il dit « Ah ouais, d'accord, ça va dans cette direction ». Parfois, il arrive et il dit « Je comprends rien, qu'est-ce qui se passe là-dedans » et tout. Et donc, à partir de là, j'essaye de lui expliquer quand ça n'a pas marché. Mais en général, c'est pour pouvoir lui donner les premiers éléments, plutôt que perdre de... J'aime pas dire à quelqu'un « Fais comme ci, fais comme ça », etc. Je préfère qu'il voit de quoi on parle. Et ensuite, je peux lui livrer...
parfois je le laisse travailler tout seul, lui il fait sa sauce et puis après je repasse dessus. En fait, sur ce film-là, je pense que tout en m'impliquant plus, en montant plus, etc., en étant en contact avec la chef-op, je pense que chacun a pu beaucoup plus donner sa mesure. C'est-à-dire que je fais beaucoup plus confiance aux gens d'une manière générale. Et aux comédiens en leur donnant la possibilité d'improviser, et aux monteurs en le laissant parfois 3 jours tout seul, et à la chef-op en la laissant parfois aussi improviser des choses, quoi. Et c'est parce que je vieillis, en fait. Et que c'est agréable, du coup, de faire... En fait, quand on fait confiance aux gens, ils vous donnent une plus grande mesure d'eux-mêmes. Et on peut plus largement profiter de... Enfin, ils vous éclairent aussi, parce que même si on a une vision du film, le cinéma, c'est un truc collectif, et quand les autres vous amènent leur compréhension, parfois, ils vous font comprendre des choses qui étaient très organiques, mais qui, tout à coup, se révèlent à vous aussi, quoi. Donc, c'est un aller-retour que je trouve agréable. Question pour le début. Le groupe, ce sont des acteurs ou c'est les musicos? C'est des vrais musiciens. C'est les vrais musiciens. Ouais. Le playback, c'était pour la chanteuse? Ouais, alors en fait, on a tourné de 2 façons. On a fait à chaque fois des versions playback. Donc soit des morceaux qui existaient, qui avaient déjà été enregistrés, mais je voulais aussi des inédits, donc ils m'avaient proposé plusieurs morceaux, donc j'en ai choisi quelques-uns qu'on a pré-enregistrés. Aussi pour la possibilité de faire plusieurs prises, parce que sinon quand les musiciens jouent live, déjà ils jouent jamais au même tempo exactement, donc ça pose des problèmes de montage après importants. Donc on faisait des séquences, des prises playback, mais on faisait aussi des prises live, où elle était un peu larguée, mais il y avait la chanteuse qui était à côté, qui chantait live, mais ça c'était pour avoir l'énergie. Donc en fait, les morceaux montés correspondent à la fois à des morceaux playback, à des moments playback et aussi à des moments directs, quoi, enfin live. Ok. Sinon, j'ai découvert le Likembe Bass. Je ne savais pas que c'était, qu'il y en avait des aussi gros que ça. Ouais. Moi, j'en ai vu des tout petits, taille boîte d'allumettes, une grosse boîte d'allumettes. Ouais. Non, il y en a des très gros, ouais, effectivement. Il y a l'Ikembe Bass, il y a le Kongoma dans d'autres régions qui est aussi. Enfin, voilà, l'Ikembe, c'est cette espèce d'instrument fait de lamelles de fer et qui maintenant cette musique, c'est une musique traditionnelle en fait, c'est une musique folklorique. Enfin eux qu'ils appellent folklorique en fait, qui vient du Kasaï, qui est une grande région, qui doit être aussi grande que la France, et qui est une musique qui donc rituelle en quelque sorte, en tout cas où il y a à la fois des chansons qui parlent du quotidien et des chansons qui parlent de la cosmogonie. Et ce que j'aime dans cette musique, c'est qu'à la fois elle est jouée aussi bien dans les enterrements que dans les bars. Et à Kinshasa, du coup, ils ont commencé à utiliser des instruments électrifiés, et y compris le likembe, et qui est devenu du coup un instrument rock en fait, parce que ça sonne comme une guitare saturée, quoi. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, on le voit presque pas. C'est donc un vibraphone. C'est le gars qui était en rouge qui joue par terre, enfin assis. Ouais, il joue assis dessus, quoi. Mais c'est pas grave, c'est pour les musiciens. Ouais. Bon, suivant. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si on sera d'accord sur les 2 parties du film, mais pour moi, il y a un moment où effectivement le spectateur est abandonné, quoi, carrément. C'est-à-dire après que Samo soit sorti de l'hôpital. Bon, pour moi, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. C'est-à-dire quelque chose qui se termine, c'est le récit qu'on pourrait appeler classique, quoi. Avec une logique, et puis après, bon, on est un peu à la dérive, et puis on finit quand même par comprendre assez tardivement que le fils répète un peu le destin de la mère, c'est-à-dire que le fils renaît comme la mère est renée. Je me demande si ça aurait pas été mieux de l'appeler René d'ailleurs que Félicité, parce que c'est quand même pas la joie de vivre incarnée, ni la loquacité d'ailleurs. Et donc ma question, c'est, je voulais savoir comment ça s'est passé au montage pour la 2e partie, en partant du principe que pour la première c'est simple, ce qui n'est pas vrai, mais bon, pour la 2e ça me paraît, quel est
est-ce que le montage, applique le découpage qui avait été fait préalablement ou bien Ouais, dans un premier temps, oui. Dans un premier temps, toujours. Et puis après, évidemment, le temps de sensation est très différent entre l'écriture et puis ce qu'on voit. Il y a des choses qui se répètent, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires, etc. Donc effectivement, il y a une nouvelle écriture par rapport à ce qu'on ressent. Ce qui est clair, par contre, c'est ce qu'on cherche. C'est la structure interne, celle-là, je la connais. Après, les sensations données correspondent pas forcément à la structure que je cherche. Enfin, oui, au relief de sensations qui est le parcours que j'imagine, quoi. Parce que moi, j'imagine un film comme un parcours de sensations, effectivement, en fait. Donc après, pour que ça corresponde à cette étape du Tour de France, en gros, il faut modifier des choses, il faut raccourcir, réduire, changer certaines places. Et en fait, toute la première partie, les éléments de la seconde sont déjà là. Ce qui est difficile dans la deuxième, c'est de tisser avec des éléments, effectivement, où il n'y a plus de support dramatique, en fait. Oui, il y a cette espèce de plongée, oui, il y a cette espèce de chose où... Et puis, effectivement, ne pas avoir peur des endroits où, effectivement, comme le spectateur, on flotte un peu, on ne sait pas où ça va aller, mais on sait que le film il travaille à ce moment-là. Moi, je commence à placer des choses, des éléments, des petits éléments de ce qui créera la remontée de Samo, c'est-à-dire la rencontre avec Tabou. C'est comme cette longue scène où il va le chercher dans sa chambre, il le pose là, où il a ses premiers regards, où il regarde plus dans le vague, il se cache un peu, mais il regarde du coin de l'œil pour voir ce que fait Tabou, où il s'intéresse quand même à ce qu'il fait, enfin on le sent un peu revenir. À ce moment-là, à l'écriture, je sais que ce que lui offre Tabou, ce qui est important, c'est que déjà lui, il a fait tout seul le premier pas de regarder sa jambe en quelque sorte, comme si déjà il sortait de quelque chose. Mais on peut passer des années à être tout seul à se regarder dans le noir ou dans une chambre à côté. Ce qui est très important, c'est le pas suivant, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre, accepter que les autres vous regardent. Et la première personne qui vous regarde est très importante. En tout cas, c'est comme ça que je me le racontais. Et ce que Tabou lui offre, c'est ce premier regard généreux, en quelque sorte. Une fois que ce premier regard est passé, ça va prendre le temps qu'il faudra, mais il lui offre cette possibilité, cette interface avec le reste du monde. Donc ça, je le structure. Je le structure non seulement dans cette séquence, mais dans le reste, comme une espèce de retour au fur et à mesure où Samo revient à l'attention aux autres. Et lui, en même temps, il y a la ligne de Tabou qui, à ce moment-là, parce que chaque personnage a sa ligne, donc la ligne de Tabou, à ce moment-là, c'est plutôt de se dire putain, je me retrouve en charge de ce gosse, j'ai rien demandé, quoi. Et elle est dehors, elle est complètement à la dérive, qu'est-ce que je fous là bon, je vais m'occuper du frigo. Voilà, donc c'est comment j'essaye de faire dialoguer ensemble différentes lignes qui sont les lignes du personnage, les lignes avec la ville, les lignes de la musique, etc. Donc il y a 5 ou 6 lignes ensemble et c'est comme une espèce de partition où à un moment c'est le hautbois qui joue et qui est repris par les violons et qui amène un petit peu ailleurs en contrepoint tout en bas il y a autre chose, voilà, c'est comment ça dialogue ensemble comme ça, donc c'est petit à petit, quoi. C'est un peu le bordel. Non, c'est un bordel qui est pensé et ça pouvait pas s'appeler René. Je vous renvoie à l'affiche. Je ne sais pas si vous avez eu la même lecture que moi de l'affiche. On voit le visage de profil de Félicité. Et si on s'attarde bien sur l'affiche, on voit le corps de Tabou derrière. Et j'ai mis du temps, en fait, moi, avant de le voir. Et c'est pour ça, je trouve ça vraiment habile, en fait. Bah ça, c'est l'œuvre d'un artiste kényan, Evans Bugwa, dont j'aime beaucoup le travail, qui est un peu comme ça, un peu pop. Et donc c'est sa vision à lui. Je lui ai demandé de voir le film et je lui ai demandé s'il accepterait d'en faire l'affiche.
Et donc il a eu cette idée d'avoir un tabou derrière comme ça là. Ouais, ouais. Je la trouve très belle. Elle dit pas grand chose du film. Ça a été très compliqué il a fallu se battre avec le distributeur qui sont des gens très sympathiques par ailleurs. Mais il croyait pas beaucoup en cette affiche qu'il trouvait trop. Pourquoi? Bah, il l'a trouvé trop triste. Il trouvait que son visage était trop triste. Il l'a trouvé très belle graphiquement. Mais il disait deux choses sur lesquelles ils avaient raison. Elle dit rien du film. On ne sait pas quel film on va voir avec une affiche comme ça. Et puis elle est plutôt mélancolique. Donc eux, ils avaient plutôt envie d'un truc, elle chantant avec un grand sourire. Venez dans les salles, quoi. mais en même temps, tout en étant très différente du film, elle avait une singularité. Enfin, il y a tellement d'affiches que pour moi, c'est plus intéressant que d'essayer de faire quelque chose qui a une lecture, une vraie identité. Et du coup, pour moi, elle dialogue avec le film vraiment, quoi. Coucou, c'est encore moi. Mais dire que l'affiche dit rien du film et dire que le personnage est mélancolique, c'est qu'ils n'ont pas vu le film. Non, mais c'est plutôt des gens intelligents. Hein. Oui, certes. Mais c'est vrai que les affiches, vous savez, il y a même des colloques sur les affiches. Quel genre d'affiches? Il y a des familles d'affiches. En général, on utilise des codes couleurs, des choses qui font que le spectateur se dit « Ah, c'est tel type de film. J'aime pas. » voilà. Et que, du coup, il sait ce qu'il va voir, quoi. Là, on entre dans quelque chose de très différent. Et du coup, effectivement, pour eux, ça pourrait... Dans leur volonté de défendre le film et d'amener le plus de gens à venir les voir, alors c'était pas du tout dans un principe de castration, hein, mais c'était parce qu'ils aiment beaucoup le film et qu'ils essayaient, pour eux, le travail de l'affiche et de la bande-annonce, c'est d'élargir le plus possible pour donner au plus de gens la possibilité de venir et non pas de fermer. Mais du coup, on s'est beaucoup battu et puis on a réussi à obtenir qu'on garde cette affiche pour le Festival de Berlin et qu'on verrait bien ce qui se passerait et si vraiment elle était trop rejetée. Et puis en fait, il y a eu une vraie adhésion autour de l'affiche et au contraire, ça nous a permis de faire la une de certains magazines ou de choses comme ça juste à cause du visuel qui était très différent. Est-ce que, puisque le cinéma, ça reste quand même une industrie, ton estimation, toi, au départ donc, de ce film et les résultats, là, donc, est-ce que ça correspond à tes attentes? Ouais. Moi, je crois en les gens, en le public, quoi. Ce qui est difficile, c'est qu'effectivement, on est dans un commerce, en tout cas, c'est une industrie, et que cette industrie, elle est très codifiée. Et c'est comme venir avec, vous voulez vendre un truc à Auchan, et puis il n'y a pas le rayon les rayons, il n'existe pas, quoi. Donc la peur de tout le monde, c'est celle-ci, c'est de finalement se retrouver à chaque fois que vous avez une écriture un peu différente. Tout le monde a un peu peur, et les distributeurs, les exploitants, les chaînes de télé, en disant ouais, mais bon, là c'est pour qui, les gens ils vont pas se reconnaître, etc. Ils vont pas y aller. Moi, j'ai une grande confiance en le public et dans sa dans son indulgence vis-à-vis des formes un peu différentes. Ça peut surprendre, ça peut désarçonner, mais j'ai remarqué sur les films précédents aussi que c'est agréable aussi de temps en temps d'être un peu de prendre un peu les chemins de traverse. Enfin voilà, on peut aimer être toujours sur l'autoroute, mais les gens aiment bien se balader aussi, quoi. Donc même si pour chacun d'entre nous, comme il y a plein de films et comme le cinéma c'est pas gratuit, c'est pas toujours facile que de faire le pas. Mais moi j'ai assez confiance dans l'envie qui est aussi la mienne que à la fois aller voir un film policier bien comme il faut et puis après aussi de me perdre dans une petite balade, quoi. Je pense qu'on a besoin des deux. Donc ça se passe plutôt bien, mais je l'espérais vraiment. Enfin voilà, comme je vous dis, à un moment j'accepte, on fait le pari tous ensemble de se dire bon là on lâche la main.
Comme si, moi je me disais, le film c'est un peu comme un flipper, là. Il y a une espèce de ressort. On balance la boule avec une espèce de grosse énergie, il faut qu'elle trouve l'argent, etc. Et puis la boule, au lieu d'arriver, elle arrive dans l'espace, quoi. Et à partir de là, bon, il y a une espèce de truc comme ça. C'est de se servir des ressorts dramatiques au départ comme une espèce d'impulsion. Mais dans le but, après, de rester un peu en apesanteur. Mais je pense que les gens sont tout à fait capables. Moi, ce que j'aime pas, puis je finirai là-dessus, c'est juste que de considérer que. Moi, je considère que c'est un film pour tout le monde. Africain, pas africain, cinéphile, pas cinéphile, etc. C'est comme la musique. On ne sait pas pourquoi de temps en temps ça vous attrape. Parfois, un truc sans parole, ça vous tire les larmes, vous ne savez pas par où ça passe. Je trouve ça horrible de se dire que pour s'adresser au plus grand nombre, il faut débiliser son discours, en quelque sorte, quoi. C'est une façon de s'adresser aux gens que je trouve détestable. On peut se planter, ça fait partie des choses possibles, mais par contre, prendre les gens pour des imbéciles ou incapables d'eux, je trouve ça voilà, et là, on nous fait beaucoup ça. On nous fait beaucoup ça parce qu'aujourd'hui, ce qui fait rentrer l'argent dans les salles, c'est plus les pop-corn que le prix du billet. C'est une réalité très concrète, hein. Donc, effectivement, l'idée, les distributeurs, les gros exploitants ne parlent pas de qualité de film. J'ai même un ami qui monte un film en ce moment chez Gaumont, à qui il dit surtout pas de bonne critique. Donne-moi son nom. C'est Rachid. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi une volonté de résistance à ça. Le cinéma, c'est quelque chose d'important. C'est en dehors de vendre des billets ou quoi, etc. C'est un territoire d'échange. C'est un territoire où on se rencontre soi, quoi. Où on a la possibilité de se rencontrer soi. Et ça, c'est des choses importantes. Enfin, moi, ça me paraît important, en tout cas. Voilà. Moi aussi, hein, je te le dis. Non, je pourrais en parler des heures du film, mais sinon on risque de partir dans un truc très technique. Mais je reviens encore là sur le film. T'attaches beaucoup d'importance à la forme visuelle. Il y a une séquence, moi, que je trouve très belle, qui m'a rappelé des moments où moi j'ai expérimenté des choses aussi dans les clips. Tu sais, c'est le moment où donc Félicité est revenue à la maison. Il y a Tabou qui est là, donc son fils aussi est venu à la maison. Donc on pense que c'est des amis ou c'est des proches qui viennent la réconforter, quoi. Et donc il y a les surimpressions, en fait. Et ça faisait super longtemps que j'avais pas vu ça au ciné. Non, mais c'est vrai. Et donc du coup, ouais, voilà, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Et voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça, par rapport au langage, puisqu'on parlait du langage de l'émotion tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que tu cherches pour faire tes films? Ouais, alors après, c'est un peu ça. Alors, l'idée, elle est pour moi bizarrement de essayer d'être le plus direct possible avec la sensation. Et pour être le plus direct possible avec la sensation, parfois, il faut distordre un peu l'image. Quelqu'un parlait de poésie tout à l'heure. On n'aurait pas de poésie si on n'avait pas besoin de tordre les mots pour essayer de laisser apparaître des choses qu'ils ne laissent pas apparaître eux-mêmes. Et donc, c'est d'essayer de chercher dans cette matière cinématographique qui me passionne des endroits où on peut la tirer, où on peut taper dedans, où on peut... Là, donc, il y a une caméra qui bouge beaucoup, tout ça, etc. Mais c'était juste, au départ, tourner à l'épaule, c'était pour permettre, parce que moi, j'ai souvent fait des films avec vraiment un personnage principal, et c'était son point de vue du début à la fin du film. Et là, j'en avais 3. Et puis, je voulais avoir le point de vue de la ville. Enfin, je voulais essayer quelque chose d'autre, qui était de passer du point de vue 0, c'est-à-dire au point de vue narrateur, au point de vue des personnages. Et avec la caméra à l'épaule, en tout cas avec la caméra en mouvement, on peut passer à l'intérieur d'un même plan, du point de vue d'un personnage à un autre point de vue, à un point de vue 0, tout ça dans un même mouvement. Sauf que si on le fait avec de la machinerie, c'est-à-dire des travelling ou un steadicam, on va se retrouver souvent avec la technique qui
oppresse les acteurs. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans des marques. Et du coup, il y avait un truc d'authenticité et de mise à disposition du cinéma vers les comédiens, vers ce qui se passe, et pas l'inverse. C'était à la structure d'essayer de donner le meilleur de ce qui se passait, quoi. Et pas finalement, l'inverse. tu travailles pour les acteurs, alors? Je travaille pour la vie, quoi. Et donc, la vie, quand on la contraint trop, elle disparaît. L'idée, c'est d'essayer de... moi, quand je suis dans un bar comme ça, et que ce qui me donne envie, c'est que j'aime être dans cet endroit-là. Et j'ai envie d'essayer de retranscrire ce qui s'y passe. Sauf que si je mets juste une caméra en plan large, j'ai pas ça exactement. Je suis pas à l'intérieur. Il y a un truc d'Eisenstein qui raconte comment filmer une rue. Il dit bon, alors on pourrait imaginer qu'on fait un travelling ou un panoramique de la rue en entier, mais ça donnerait juste une image un peu réductrice de la rue. Qu'est-ce que c'est que la rue? C'est la sensation de la rue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un plan sur un morceau de la chaussée qui est cassé et dans lequel je me prends les pieds tout le temps, un plan du vendeur de poulet qui est toujours en retard et de sa petite fille qui est en bas et qui s'emmerde toute la journée. C'est un ensemble de petites choses reconstituées dans la tête de celui qui regarde, en fait, qui fait le lien, qui tisse entre les perles, quoi, ce qui est le fil entre les perles. Et du coup, là, j'ai une sensation de la rue. J'ai pas une idée géographique de la rue, mais j'ai une espèce de sentiment de la rue. Et du coup, effectivement, dans notre façon de tourner, c'est pareil, c'est de saisir des petits morceaux comme ça. Je pense que quand on regarde la première scène du bar, on ne comprend rien à la géographie du bar. Mais par contre, on a une sensation de l'endroit, de l'ambiance, du bordel, avec des petits morceaux de plein de petites choses, quoi. Ouais, mais elle est troublante, hein, ta scène d'ouverture. Parce qu'à la fois avec le regard caméra d'une des personnes du bar et la caméra effectivement un peu flottante comme ça, on ne sait pas où on va aller tout de suite, quoi. C'est passionnant à faire aussi, les scènes d'ouverture, hein, parce que ça donne un ton. On présente les personnages. Moi, je me suis amusé aussi. Le film a aussi un côté théâtral, donc il y a deux personnages qui se présentent face caméra. Il y a Tabou qui dit son nom quand il arrive. L'idée, c'est de comprendre assez vite que Félicité, elle est à la fois très là, mais en même temps absolument absente. Et qu'on est dans un univers où un peu tout se mélange. Il y a des filles légères, il y a des gars qui leur tournent autour. Ça parle à la fois politique, ça parle de vie quotidienne. Voilà, cette espèce de mélange-là. Et puis ça finit par une grosse baston. Voilà, donc... voilà. Je ne sais pas trop quoi dire. Après, il faut que la sauce, elle prenne. Il faut que la sauce, elle prenne. Et ça, bon, ça en est le travail. Merci beaucoup, Alain. Merci à vous, vraiment.